Bonjour à tous, bienvenue. Pour commencer, une devinette. Est-ce que vous savez ce que je peux faire avec ce canon ADN, ce papillon, cette bactérie et ce maïs? Non? Réponse en fin de vidéo. Dans la vidéo précédente, on a donné une définition à la domestication. On a vu qu'il s'agit de l'acquisition par les plantes de caractéristiques phénotypiques qui sont intéressantes pour l'être humain. Ces modifications phénotypiques sont en lien avec des changements de leur patrimoine génétique. Dans cette vidéo, on va se demander comment, au cours de l'histoire, l'être humain a pu modifier l'ADN des plantes. Pour commencer, on va faire une précision sur l'origine de l'agriculture. Pour cela, on peut représenter les temps qui passent par une flèche, dont l'extrémité ici correspond au présent BP. BP, ça veut dire Before Present, ça fait référence à l'année 1950. La mention BP s'applique pour les dates qui ont été obtenues par une datation au carbone 14. De l'autre côté de la flèche, il s'agit de l'apparition de l'espèce humaine Homo sapiens il y a environ 200 000 ans. Pendant 190 000 ans, Homo sapiens est exclusivement chasseur-cueilleur. Et on estime que la transition entre la cueillette et l'agriculture, c'est quelque chose qui est progressif. Par exemple, au Proche-Orient, il a fallu 1500 ans pour passer de la culture des plantes sauvages à l'obtention des plantes domestiquées. La domestication des plantes, elle s'est faite en différentes régions du monde de manière indépendante. Au Proche-Orient, il y a 10 000 ans, on domestique l'engrain et l'orge. Au Mexique, il y a 9 000 ans, on domestique le maïs. En Chine, il y a 8 000 ans, c'est le riz qui est domestiqué. En Amérique du Sud, il y a 8 000 ans, on domestique le manioc. En Amérique du Nord, il y a 5 000 ans, on domestique la courge. Et enfin, il y a 4 000 ans, en Afrique, on domestique le sorgho. Voilà, cette précision étant faite, on va maintenant se demander comment au cours de l'histoire, l'être humain a pu faire évoluer les caractéristiques génétiques des plantes de manière à leur conférer de nouveaux phénotypes. Faire évoluer les caractéristiques génétiques des plantes peut se faire de deux manières différentes. Soit par des techniques récentes au cours desquelles on va directement manipuler le génome des plantes, soit par des techniques plus anciennes au cours desquelles les caractéristiques génétiques des plantes évoluent sans que l'on ait besoin de modifier directement leur ADN. L'une des techniques anciennes qui est pratiquée par les agriculteurs depuis le début de l'agriculture pour faire évoluer les caractéristiques génétiques des plantes, c'est la sélection massale. On l'a vu dans la vidéo précédente, lorsqu'on fait une sélection massale, en fait, l'agriculteur va faire un tri des graines. Il va conserver les graines des plantes qui sont les plus intéressantes et il ne va ressemer que ces graines-là l'année suivante. Donc forcément, cela va favoriser certains allèles dont la fréquence va augmenter au cours du temps. Et c'est en ce sens-là que cela modifie les caractéristiques génétiques des plantes. Mais n'oubliez pas que la sélection massale reste empirique, c'est-à-dire que les agriculteurs n'ont pas connaissance des mécanismes sous-jacents. Le problème de la sélection massale, c'est qu'elle conduit en l'obtention de variétés que l'on appelle des variétés paysannes qui ne sont pas homogènes. On obtient des végétaux qui sont différents, qui ne sont pas calibrés. Et ça, c'est un inconvénient. Plus récemment, au cours du 19e siècle, l'agriculture évolue. On crée des machines. Et il faut également que les rendements soient plus importants, puisque la population devient plus urbaine et elle est en croissance exponentielle. À ce moment-là, les scientifiques vont alors s'emparer du problème des végétaux de manière à créer des variétés qui soient plus calibrées, par exemple. Alors, là, je sens que vous avez une question, c'est comment les scientifiques arrivent-ils à créer de nouvelles variétés, par exemple de maïs? Je vais répondre tout de suite à la question, mais auparavant, je vais faire une petite précision sur le maïs. Voici un plant de maïs. Le maïs a des fleurs particulières. Il a deux types de fleurs. Au sommet ici, ce sont des fleurs mâles, dans le sens où elles n'ont que des étamines, pas de pistil. Et juste en dessous ici, vous avez les fleurs femelles qui, elles, n'ont pas d'étamines. Ce sont ces fleurs femelles qui vont être fécondées par le pollen pour donner les épis de maïs. Maintenant, regardez comment on crée une nouvelle variété de maïs. Pour comprendre comment on obtient une nouvelle variété, on va s'intéresser à un exemple concret.
Imaginons un maïs de lignée A. Il possède des épis qui ont une bonne productivité, mais qui arrivent à maturité tardivement. Donc on s'intéresse à ces deux caractéristiques, la productivité et la maturité. Dans ce cas-là, la productivité étant bonne, c'est clairement quelque chose d'intéressant, mais comme il arrive à maturité tardivement, cette deuxième caractéristique n'est pas intéressante. L'épi de maïs, il est produit par cette plante. Maintenant, il existe d'autres variétés de maïs. On va supposer qu'il existe une lignée B dans laquelle on va suivre deux caractéristiques, toujours la productivité et la maturité. Vous constatez que dans la lignée B, la productivité, elle est peu intéressante pour l'agriculteur puisque l'épi de maïs produit peu de grains. En revanche, la caractéristique maturité, là, elle est intéressante puisque comme il arrive tôt à maturité, on pourrait très bien supposer que l'on pourrait faire 2 récoltes dans l'année. L'idée, ça va être de croiser ces deux lignées. Pour cela, la lignée A, on va supposer qu'elle va devenir le parent mâle, la lignée B, le parent femelle. On va donc supprimer les fleurs mâles du parent B et forcer le pollen du parent A à aller sur les fleurs femelles du parent B. Je vais donc faire un croisement, à l'issue duquel on va obtenir un individu qui sera un hybride AB qui va posséder, regardez, la caractéristique intéressante de la ligne A et la caractéristique intéressante de la lignée B. Autrement dit, l'hybride, il cumule les qualités de chacun de ses parents sans en avoir les défauts. C'est ce qu'on appelle, cette caractéristique, la vigueur hybride, ou encore un synonyme, l'effet d'hétérosis. Retenez bien que dans ce cas, on étudie un hybride variétal. C'est-à-dire que les parents de l'hybride, la lignée A et la lignée B, sont deux variétés d'une même espèce. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut obtenir des parents de lignée pure. Si mes parents de lignée A et de lignée B ne sont pas homozygotes, c'est-à-dire ne sont pas de lignée pure, je ne peux pas obtenir cet hybride variétal qui est intéressant. Donc, comment obtient-on des parents de lignée pure? Eh bien, il faut partir de plantes qui présentent une diversité génétique, comme on le voit ici. Elles ne sont pas toutes identiques, elles n'ont pas toutes la même taille, mais plantes sont donc diversifiées. Et chez quelques plantes qui auront été sélectionnées, on va forcer une autofécondation. C'est-à-dire qu'on va forcer le pollen des fleurs mâles à féconder les fleurs femelles du même individu. Et en faisant ça plusieurs fois, on va passer d'une population dans laquelle il n'y a pas d'individu homozygote pour les caractères qui nous intéressent, à 100% d'homozygotie, donc à des lignées pures. Concrètement, comment c'est possible? Regardez ce qui se passe. Donc je prends un individu dans la génération 1, je vais suivre un caractère phénotypique, ce caractère je vais l'appeler grand G. On supposera que l'individu au départ il est hétérozygote. Moi ce que je veux, c'est qu'il soit stable au cours du temps, donc qu'il soit homozygote. S'il est hétérozygote, forcément, mon individu aura un génotype grand G, petit g. On va forcer une autofécondation chez cet individu-là, et après l'autofécondation, on va obtenir une génération numéro 2. On va calculer le taux d'homozygosie dans ma génération 2. Je vais donc faire un échiquier de croisement du parent de la génération 1. Étant donné que l'on fait une autofécondation, les gamètes mâles et femelles auront les mêmes génotypes. L'individu étant grand G, petit g, il va produire deux types de gamètes mâles dans les mêmes proportions, et donc deux types de gamètes femelles dans les mêmes proportions également. Voici leur génotype. En réunissant les gamètes, on peut donc compléter les 4 cases suivantes qui correspondent aux 4 individus de la génération 2. Et on remarque qu'il y a 2 individus sur 4 qui sont homozygotes. L'un sera grand G, l'autre sera petit g, petit g. Autrement dit, en faisant une autofécondation, je suis passé d'une génération 1 dans laquelle j'ai 0% d'homozygotes à une génération 2 dans laquelle j'en ai 50%. Je vais donc poursuivre l'autofécondation sur les individus de la génération 2.
Donc je les remets en haut, les voilà. Donc ça, c'est les individus de la génération 2. J'ai réécrit leur génotype en dessous. Le premier individu, il va s'auto-féconder. On constate qu'il est homozygote, donc il ne produira qu'un seul type de gamète Granger. Donc il va donner une descendance qui sera homogène. Je vais donc créer ici 4 individus au génotype Granger-Granger. Maintenant, le deuxième individu, lui aussi, on va l'autoféconder et on va obtenir une descendance. Pour déterminer le génotype de sa descendance, eh bien, on pourrait refaire le même échiquier de croisement que tout à l'heure. On va obtenir ici 4 individus avec en tout 3 génotypes différents, un génotype petit g, un génotype grand G, et 2 fois le même génotype grand G, petit g. On continue l'autofécondation avec le troisième individu. Il va nous donner 4 individus identiques à ceux issus de l'autofécondation du deuxième cas. Et on termine par le quatrième individu ici, qui est petit g. Étant donné qu'il est homozygote, il aura une descendance qui sera homogène, grand G, petit g. Donc là, j'ai créé dans ma génération 3 16 individus. Je peux compter combien sont homozygotes. C'est ceux qui apparaissent en orange. J'en ai 12 sur 16. 12 sur 16, ça fait 75%. Autrement dit, grâce à l'autofécondation, je suis passé de ma génération 1 avec 0% d'homozygotes à 50% dans la génération 2 et à 75% dans la génération 3. En fait, en faisant une autofécondation chez les individus, en les enchaînant, on arrive à augmenter petit à petit le taux d'homozygotie. Et si on fait ça environ 7 ou 8 fois, on va obtenir une génération, donc 7 ou 8, qui sera 100% homozygote, qui sera de lignée pure et qui sera donc stable au cours du temps. Ce sont ces individus de lignée pure que l'on utilise pour faire les croisements que j'ai présentés tout à l'heure. Dans l'exemple que j'ai abordé, j'ai parlé d'hybride variétal, c'est-à-dire un hybride issu du croisement d'individus parentaux de la même espèce. Mais en agriculture, on utilise également des hybrides spécifiques qui sont issus du croisement entre des espèces différentes. C'est le cas ici du triticale, qui est issu du croisement entre le blé et le seigle. Voici l'histoire du triticale. Depuis longtemps, les agriculteurs qui cultivent dans les mêmes champs le blé et le seigle ont constaté que ces deux espèces avaient la capacité à s'hybrider et à former donc des hybrides, mais qui étaient tous stériles, donc qui avaient peu d'intérêt pour les agriculteurs. En 1876, Alexander Stephen Wilson, un botaniste écossais, est le premier qui arrive expérimentalement à hybrider le blé et le seigle. Mais il n'obtient que des hybrides stériles. En 1891, un sélectionneur de graines allemand, Wilhelm Rempo, arrive à obtenir le premier hybride fertile entre le seigle et le blé. Mais il constate que les hybrides sont, dans l'immense majorité des cas, tous stériles. Il faut attendre encore des années pour comprendre comment on passe des hybrides stériles aux hybrides fertiles. Dans les années 30, on étudie les chromosomes du blé et du seigle. Voici le karyotype du blé. Il possède 21 paires de chromosomes, donc 42 au total. Ça, c'est le cas du blé tendre. Le seigle, lui, en comporte 14 chromosomes organisés en 7 paires. Lors de la reproduction, les gamètes du blé apportent donc 21 chromosomes, un de chaque paire, et ceux du seigle en apportent 7, également un de chaque paire. La réunion des gamètes conduit à la présence d'individus qui auront 21 plus 7, c'est-à-dire 28 chromosomes, mais qui ne sont pas organisés par paire. Ça n'empêchera pas les individus hybrides de vivre, mais ils seront stériles puisque la méiose ne peut pas se faire puisqu'il n'y a pas de paire de chromosomes. Regardez maintenant le karyotype ici du triticale. On constate qu'il possède 56 chromosomes. Alors que s'est-il passé ? 56, c'est 2 fois 28. En fait, lorsque le blé apporte un gamète avec 21 chromosomes et le seigle 7 chromosomes, la somme fait 28, mais il peut arriver rarement, et ça arrive, que cette quantité de chromosomes double. On a ce qu'on appelle une polyploïdisation.
Et on obtient alors le karyotype du triticale avec 56 chromosomes. Ça va faire de lui un individu fertile, puisqu'il a des paires de chromosomes. En résumé, le triticale est une nouvelle espèce qui est issue d'une hybridation, puis d'une polyploïdisation entre le blé et le seigle. Et cette nouvelle espèce, elle a hérité de deux caractéristiques intéressantes de ses parents, à savoir la bonne productivité du blé et la rusticité du seigle, ce qui lui confère une bonne résistance au froid par exemple, ou aux maladies. Donc ça c'est un exemple d'un hybride spécifique issu du croisement d'espèces différentes. On va maintenant voir une technique qui permet de modifier les caractéristiques génétiques des plantes en modifiant directement leur génome. Et pour ça, je vais répondre à la devinette que j'ai posée en début de vidéo. Vous vous rappelez ? Est-ce que vous savez ce que je peux faire avec ce canon ADN, ce papillon, cette bactérie et ce maïs ? Réponse en fin de vidéo. Alors, pour ça, on va prendre le cas d'un maïs. Ce maïs-là. Le maïs, comme les plantes cultivées, c'est une plante qui est sensible à certains ravageurs, comme ce papillon qui s'appelle la pyrale du maïs. Ce papillon pond des œufs, desquels sortent des chenilles, les voilà. Et ces chenilles vont creuser à l'intérieur de la plante des galeries, comme le montre cette image, et ces galeries vont épuiser le végétal. Je ne vous dis pas l'état du maïs une fois qu'il est infesté par la pyrale, regardez. Donc évidemment, baisse de rendement, il faut donc lutter contre la pyrale. Alors comment fait-on pour lutter contre la pyrale ? Eh bien on utilise une bactérie, celle-ci. Cette bactérie, elle a la capacité à produire naturellement des toxines qui sont nuisibles pour les insectes. Et elle produit ces toxines car elle possède un gène, il est là, qui va coder ces protéines. Alors si je résume, on a cette bactérie qui possède une caractéristique intéressante puisqu'elle produit une protéine insecticide. Cette protéine est codée par un gène qui va donc constituer mon gène d'intérêt. Dans un laboratoire, on peut récupérer ce gène que l'on va qualifier gène d'intérêt. On le met de côté. On va également utiliser un deuxième gène, celui qui apparaît ici en bleu. On va l'appeler un gène de sélection. C'est un gène qui ne vient pas de la bactérie, c'est un gène qui permet de conférer une résistance par exemple aux herbicides aux individus qui le possèdent. Je vais donc coller en laboratoire mon gène de sélection à mon gène d'intérêt. Je fais ce qu'on appelle une construction génétique. Je vais ensuite déposer cette construction génétique sur une petite bille microscopique en tungstène. Et je vais amplifier cela de manière à avoir de nombreuses billes en tungstène recouvertes par l'ADN. C'est maintenant qu'intervient mon canon à ADN. Le canon à ADN, c'est un dispositif qui va permettre d'introduire les billes en tungstène dans les cellules végétales. Concrètement, je prends le canon ADN qui est chargé par les billes recouvertes d'ADN et des cellules de maïs. Je vais littéralement bombarder mes cellules par les billes en tungstène. Comme elles sont microscopiques, elles ne vont pas tuer les cellules, mais elles vont insérer leur ADN n'importe où dans l'ADN des cellules. Ensuite, je vais cultiver ces cellules. Et comme on le voit ici, certaines vont se multiplier et d'autres vont mourir. Certaines meurent en fait parce que la construction génétique a été introduite dans des gènes vitaux, elle a coupé ces gènes vitaux, donc la cellule va mourir. Les cellules qui n'ont pas été perturbées par la construction génétique vont se multiplier et je vais à un moment arroser mes cellules par de l'herbicide. L'herbicide va donc tuer les cellules végétales, à moins qu'elles n'aient intégré la construction génétique, puisque j'avais mis un gène, rappelez-vous que j'avais fait en bleu, qui leur confère une résistance à l'herbicide. Je vais donc sélectionner avec l'herbicide uniquement les cellules qui ont intégré correctement la construction génétique. Ces cellules vont grossir, vont former des petites plantes que je vais ensuite pouvoir planter dans le champ. Ces plantes vont alors produire la protéine insecticide et lorsque la pyrale arrive, qu'elle pond des œufs desquels sortent les chenilles vont mourir.
J'ai donc fabriqué ce que l'on appelle un organisme génétiquement modifié, et la technique que j'ai présentée s'appelle une transgénèse. La transgénèse consiste donc à insérer à un organisme un ADN issu d'une espèce différente pour lui donner un nouveau caractère. Et en ce sens, c'est une technique qui modifie le génome des plantes. Voilà, ainsi s'achève le cours sur la domestication des plantes. Mais avant de vous libérer, je vais essayer d'anticiper en répondant à une question qui m'est souvent posée quand je parle des OGM, puisqu'on me demande souvent si les OGM c'est pareil que les clones. La réponse est non. Un OGM, on vient de le voir, c'est un organisme qui possède de nouveaux gènes qui lui a été introduit de manière expérimentale, alors que les clones sont des organismes qui partagent le même patrimoine génétique, comme toi et moi. On est des clones. Oui, mais alors le clonage humain est interdit depuis longtemps, donc tu disparais. Voilà. Donc j'espère que les choses sont claires pour vous. Je vous dis à bientôt.